bonjour et merci de votre présence. Donc, Christian Gosset, j'aime à me présenter comme un jeune vigneron avec 35 ans d'expérience. Et c'est quelque chose d'important parce que j'ai travaillé dans la maison familiale pendant 30 ans et puis j'avais dans ma tête depuis longtemps de créer mes propres vins. Et le pas a été franchi avec le millésime 2016. Donc, juste après la vendange 2015, j'ai repris la moitié des vignes de notre exploitation, 5 hectares. Et puis, il fallait écrire sur une page blanche et c'est un très gros avantage parce qu'on peut tout inventer, mais c'est aussi un risque parce qu'on ne sait pas où on va. Et les vins, on les boit que 4 ou 5 ans après, donc voilà. L'idée était de mettre en valeur mon terroir. Effectivement, comme Colette, j'ai fait partie du groupe des jeunes et de cette petite clique de poil à gratter du syndicat aîné. Et on a été à la base de tout ce qui est aujourd'hui viticulture durable. D'autres vont plus loin sur le bio ou la biodynamie, mais si aujourd'hui on a un cahier des charges avec 2025, sans désherbant, avec des certifications. Le groupe des jeunes l'avait anticipé il y a 20 ou 25 ans. Et c'était très très nouveau il y a 20 ou 25 ans. Donc par des voyages de formation bourguignon, il y en a qui sont allés en Savoie, un peu partout. On avait embauché un formateur qui nous apprenait aussi à déguster, parce qu'on s'apercevait bien que la dégustation chez les vignerons, c'était des fois un peu ce qui pêchait, parce que les vignerons ne dégustaient quasiment que leur vin. Et quand on déguste que son vin, ben, on n'est pas forcément objectif. Et donc ça a beaucoup progressé. Et puis moi, j'avais aussi un autre aspect au groupe des jeunes, c'est qu'on savait que la marge se faisait beaucoup à l'export. Et donc moi, j'avais organisé des voyages dans pas mal de pays. Mes successeurs ont été carrément jusqu'en Australie hein, en voyage. Moi, on est allé en Italie, en Allemagne, on est allé en Angleterre, reçus par les correspondants du CEVC. Et ça nous permettait de tisser des liens et voir un petit peu comment fonctionnait l'export, basiquement. Voilà. Chose aussi très positive à cette période-là, j'ai rencontré plein de monde, et puis j'ai rencontré Émilie, et on ne s'est pas quitté depuis, hein, Émilie. Professionnellement, j'entends bien. Voilà, bien que je sois partie quand même, 10 ans pour aller dans cette fuite. Mais oui, c'est vrai qu'on est tous restés en contact. Donc, effectivement, quand on voit tous les dirigeants du groupe des jeunes de cette époque, ben on a ce que disait Émilie tout à l'heure, les vignerons stars. Et puis, moi, je trouvais que dans ma maison familiale, je m'ennuyais un peu. Je sentais du potentiel, mais j'avais trop d'énergie à engager pour faire changer les choses et je ne sais même pas si j'y serais arrivé. Donc la solution a été de prendre mon autonomie. Il fallait tout organiser. Moi, j'ai un vignoble de 5 hectares de vignes, dont une grande partie qui est sur Ailly, donc terroir historique, grand cru de la Champagne. Et mes 30 ans d'expérience, malgré tout, m'apportent une connaissance du terroir importante. Donc, Ailly est vraiment un village très particulier. C'est la croisée des 3 grandes régions de la Marne, du Pinot Noir, du Chardonnay et du Meunier. Donc, même si on est cultivé en Pinot Noir en majorité, on a une complexité au niveau des vins qui fait presque penser à des assemblages, même si on n'a que du Pinot Noir. Ça s'explique aussi par la complexité géographique, géologique du vignoble d'Ailly. C'est une succession de petites vallées qui sont orientées nord-sud, ce qui fait qu'on a des altitudes différentes, des pentes différentes, vous remettez à ça des sols différents, vous remettez là-dessus l'âge des vignes, et puis on a une vraie diversité sur Ailly, c'est vraiment intéressant. Et donc quand j'ai créé ma gamme de champagne, je voulais un très beau brut, parce que pour moi, c'est vraiment la signature de la maison, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je voulais un vin facile, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas énormément de qualité, mais je voulais quelque chose de très accessible. En anglais, c'est drinkable. Et en France, on ne peut pas dire buvable parce que c'est péjoratif. Mais avant tout, le champagne, c'est du plaisir. C'est avoir envie de se resservir, c'est avoir envie de sortir une deuxième bouteille.
Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais sur mes autres cuvées? Un rosé, joli rosé d'assemblage. Et ben, j'ai eu de la chance d'avoir un retour de la presse professionnelle sur le rosé d'assemblage qui était assez dithyrambique. Et ensuite, qu'est-ce que je fais comme cuvée spéciale? Des millésimes, mais quoi? Et donc j'ai décidé de faire voyager mes consommateurs, mes clients, mes amis dans mon vignoble. Et donc j'ai créé des parcellaires, donc des vinifications parcellaires et élevage au départ sous petit fût ou sur petite cuve acier émaillé. Ça, c'était en 2016. On a vu que toute petite cuve en acier émaillé, le résultat en fût était bien meilleur. Donc, orientation vers les fûts. Aujourd'hui, j'ai, sur une production de 150 hectos par an, j'ai à peu près 100 hectos en fût. Donc, tout est fait. Je suis RM, hein, donc tout est fait à la maison. Je ne pressure pas chez moi, je pressure chez mon voisin qui a un œnologue qui est également consultant et qui est mon consultant. Donc, ce qui fait que c'est mon œnologue qui pressure mes raisins. Pressoir traditionnel champenois des cocards qui sont au deuxième étage, débourbage par gravité au premier étage et moi j'entonne au rez-de-chaussée. Donc, on arrive dans ma cuverie avec zéro pompage, zéro déplacement, ce qui me permet de réduire les doses de soufre de façon assez importante. J'entonne, je provoque mes fermentations alcooliques par des levures sélectionnées. J'aime bien la précision et les levures non sélectionnées donnent pas toujours des résultats constants. Je provoque les malots et une fois que ça est fait, je remplis mes fûts, je refais une toute petite correction de SO2 et j'oublie mes vins, pour la vinification du moins, jusqu'à la mise en bouteille. Donc là, aujourd'hui, mes vins de la vendange 2020 sont encore en fût, sur les lits de la première fermentation. Pas de filtration, pas de collage, c'est vraiment naturel. On va juste faire un soutirage par un trou de bonde, pas par le trou de bonde, mais par un tampon. Moi, sur tous mes fûts, j'ai un tampon, ce qui permet d'avoir vraiment un débourbage très, très, très délicat. Vinification parcelle par parcelle. Et après, on va déguster donc dans la semaine prochaine, dégustation définitive avec estimation du potentiel des parcellaires, donc 6 fûts par parcelle. Et soit on estime qu'il y a la qualité suffisante pour faire un parcellaire, soit on l'intègre dans le brut de base. Et après, quand on a décidé de faire un parcellaire, sur les 6 fûts, on revient et on resélectionne les meilleurs fûts pour sortir un volume plus restreint. Vraiment, vraiment, je suis pragmatique et c'est vraiment la qualité de la dégustation qui va sortir, qui va faire prendre les décisions. Au niveau travail de la vigne, sans être dogmatique, je suis assez pragmatique, donc sans être labellisé, je n'utilise plus de désherbants, je n'utilise plus d'insecticides, je n'utilise plus d'antipourriture, j'utilise une partie de la saison des produits compatibles avec le bio. Il faut que je fasse attention à la façon dont je parle, parce que on n'a pas le... Et par contre, il y a des périodes très délicates dans la vigne, où là, j'assure le coup avec de la chimie, notamment 2021, qui s'avère être une année beaucoup plus difficile que 2016, qui était déjà très compliquée. Je pense que la chimie va pouvoir sortir des raisins, parce qu'en ce moment, on a une descente de mildiou sur les grappes, et il y a certains vignobles de la Champagne qui ne font même plus de vendange du tout. Avec la chimie, je ne dis pas que c'est parfait, c'est un moindre mal, mais j'assure le coup. Voilà. Date des vendanges très très importante avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, ce n'est pas le degré qui fait la date de vendange, c'est la dégustation des baies dans les vignes pour trouver nos équilibres. Donc dégustation des pépins, dégustation des pulpes. Donc après, vendange manuelle évidemment, avec l'avantage de ne pas avoir de pressoir, c'est que je suis avec mes vendangeurs dans les vignes. Et donc au niveau contrôle du tri, c'est super important. La vinif, très simple.
Dosage pragmatique également, donc c'est-à-dire on fait des dégustations à l'aveugle. J'utilise des MCR parce que je veux quelque chose de très neutre, je ne veux pas marquer mes vins. Et on déguste entre 0 et 5 grammes chaque vin, et c'est le ressenti qui décide du dosage. Donc il s'avère que tout sort en extra brut, des fois en non dosé, des fois à 5 grammes, des fois à 3 grammes. J'ai pas de règle, c'est simplement le ressenti. Le dosage pour moi est quelque chose qui doit se faire oublier, ça doit accompagner le vin. Et toujours pragmatique, si c'est 0, tant mieux, on va marquer 0 dosage, mais le plus important est le goût du vin. Je vous ai servi peut-être un vin que je trouve vraiment très bien et qui prouve un peu que quand on se donne les moyens, on peut vraiment faire des jolies choses. Si je reviens sur le millésime 2017, dans la région où je suis, Haï, Grande Vallée de la Marne et tout, mois d'août, 15 août, 100 mm de flotte. Et juste après, une semaine de climat tropical, humidité, chaleur, c'est génial pour les champignons, on n'a jamais ramassé autant de cèpes dans les bois. Moralité à la vendange, 2 solutions, vous fermez les yeux et vous livrez, ou vous récoltez, ou vous dites non, on ne va pas faire ça, c'est pas possible. Donc, tri sévère à la vendange, moi j'ai mis à peu près 40% de mes raisins par terre, ce qui fait que j'ai pas pu faire mes parcellaires parce que j'avais plus de l'eau suffisante pour le pressoir. Donc j'ai sorti un seul parcellaire qui était sur de la craie avec des très fortes pentes, donc pas beaucoup mieux gérer les problèmes d'eau, et j'avais le volume suffisant pour faire le parcellaire, et il s'avérait que c'était vraiment très intéressant gustativement. Pour le reste, les parcellaires que j'avais fait en 2016 sont tous passés dans le brut d'assemblage. Et après, au moment des dégustations, j'ai encore rééliminé des vins, c'est-à-dire que j'ai revendu des vins clairs que j'ai remis sur le marché parce que j'estimais que ça n'avait pas la qualité suffisante par rapport à ce que je me suis fixé pour Christian Gosset. Et donc, ce qui m'embête en 2017, c'est que 2016, je fais 20 000 bouteilles, 2017, j'en fais 13 000. Donc je vais avoir un trou. Je vends des vins qui ont au moins 3 ans de vieillissement, donc je peux tirer un peu sur mon brut sans année, mais j'ai commencé de façon assez intéressante les ventes de mon premier millésime, et notamment mes parcellaires, qui sont partis à une vitesse incroyable. Et en 2017, j'ai un seul parcellaire par rapport à 4 parcellaires, donc je diminue mon volume par 4, alors que c'est ce qui vend quasiment le mieux chez moi. Donc je vous présente quelque chose que je vais sortir à la fin d'année, qui est mon brut A02. Donc j'ai voulu signer l'année de récolte, c'est-à-dire qu'A02 correspond à mon second assemblage. Et sur la contre-étiquette, tout est expliqué pour vous dire que c'est une base de 2017 en majorité. Donc mon vignoble, c'est une grosse majorité de pinot noir, avec un peu de chardonnay qui vient soit d'Ailly, soit de Chouilly, et les pinots noirs ne viennent que d'Ailly. Là, on est sur un bon 80% de pinot noir, 20% de chardonnay, 40% de vin de réserve. Solera que j'avais récupéré de chez Gosset Brabant, mon ancienne maison, qui avait suivi les vignes. Et puis un dégorgement de avril 2021, et les tests de dégustation nous ont amené à le sortir à 3 grammes de dosage. Belle dégustation. Donc, toujours une couleur assez soutenue, un beau jaune doré. Une bulle qui est très fine. Et puis un nez qui est tout de suite assez riche, assez dans l'opulence, assez expressif, avec des fruits jaunes, avec des fruits blancs, avec aussi un petit peu d'épices. Une jolie minéralité déjà au nez.
Et en bouche, on a un volume qui est déjà assez impressionnant, une belle longueur, c'est assez rond, mais malgré tout avec une belle vivacité en fin de bouche qui vous réveille un peu, une belle salinité en fin de bouche avec des petits amers qui soulignent le vin. Vin d'apéritif, facile, mais aussi vin de gastronomie sur des risottos, des viandes blanches en sauce, des mets à chair tendre avec une petite sauce à côté. Je vous laisse un peu m'interpeller si vous avez des questions, des observations. Dans les souvenirs que j'ai par rapport à ton premier assemblage, j'ai l'impression que le côté vivacité est un peu plus prononcé, ou alors c'est parce qu'il est tout nouveau le vin et que du coup il va arriver sur le marché, c'est peut-être ça. Mais j'ai l'impression que l'aspect vivacité est un peu plus prononcé que sur les premiers assemblages. On progresse. Je vais donner pour la fraîcheur, surtout quand j'entends technique de cultivation, c'est peut-être très peu de CO2. Ouais, mais c'est... On bascule pas. C'est-à-dire que moi, je suis contre l'oxydation, par exemple. Donc là, on tient. Mais c'est... En fait, ce que je fais en cuverie, c'est que j'ouille mes fûts régulièrement et on déguste tout. Donc tous les fûts sont systématiquement dégustés 4 ou 5 fois dans l'année et on surveille. Et s'il faut une correction, on va la faire. Donc après, on fait des analyses pragmatiques, c'est ça. Et j'entends, j'écris aussi pas de foilage, pas de filtration, donc il n'y a pas de passage au froid. C'est le risque. Et alors, comment ils gèrent? Alors déjà, on a des pH qui sont bas. Et c'est des vins, le fait que ce soit élevé sur lit, ça fait des vins assez riches. Et plus les vins sont riches, moins ils risquent. Donc sur un millésime qui a quand même une mauvaise réputation en Champagne globalement, on s'en sort pas trop mal. On va passer à 2 vins sous une présentation originale, mais comme Colette, moi j'ai des vins en toute petite quantité, donc j'ai pas de volume. La solution que j'ai trouvée n'existe pas pour le champagne, malheureusement, mais pour le vin rouge, ça marche bien. Et donc, vous pourrez boire la bouteille cul sec si vous voulez. Donc, nouveauté, 2 coteaux champenois qui proviennent de 2 parcelles qui sont à 300 mètres l'une de l'autre, mais qui sont complètement en opposition. Elles se regardent. Donc, il y en a une qui est exposée à l'est, l'autre qui est exposée à l'ouest. Celle qui est exposée à l'est, à l'ouest, elle est sur des pentes très fortes. On monte jusqu'à 45-50%. Donc, c'est très, très chiant à travailler. Mais ça use de la sueur, mais on y va quand même. Et puis, on est sur une vigne qui produit pas énormément, mais qui mûrit très très bien. Et puis, on a juste en face, donc celle-ci s'appelle Pisselou, et en face, on a une vigne qui s'appelle Loiselu. Loiselu, c'est une vigne qui a été plantée en 63, qui est sur un sol plutôt argile-amelière, sur de la craie. Exposition est, donc ça va lui donner une tension, une finesse, une fraîcheur. Le rouge, c'est un vrai plaisir aussi à faire quand on le fait sur des volumes comme ça. On a récolté une grosse dizaine de jours après les vendanges, entre copains, donc c'est une fête incroyable. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient que ça allait être si difficile de vendanger, mais on leur a fait vendanger. Et puis après, éraflage total sur une machine extrêmement délicate que me prête un autre collègue. Et en fait, vous récupérez des grains de raisin entiers, des billes. Et ça, je mets ça dans des palox dans lesquels je peux mettre 500 kg de vendange. Et après, le bonheur, c'est d'aller remonter ça manuellement, se plonger dans... On se fait un massage, c'est incroyable. Mais aucune intervention. Donc là, on est en levure indigène, on est en malo spontané. Et bien entendu, derrière, dès que on décuve quand la fermentation est terminée, et on met directement en fût qu'on oublie pendant 18 mois, 24 mois. Ça dépend vraiment de la dégustation.
Donc là, ils ont été mis en bouteille en juillet 2020. Donc ils avaient été entonnés en 2018, octobre 2018. Je vous invite à ouvrir en premier l'oise, comme vous voulez en fait. Dites-moi, mais qu'on ouvre tous le même. 100%. Pas de foulage. Non. On fait, c'est pas de la macération carbonique. On fait pas de macération carbonique parce que le grain, il a quand même la tâche. Mais par contre, le grain est entier. C'est une semi-carbonique. Voilà. Allez, on va aller sur l'oiselus en premier. Si vous en avez pas assez, j'en ai d'autres, mais... Il faut bien prendre la dernière goutte, elle est importante. Je ne sais pas si vous avez assez de verre pour faire les deux en même temps. Ah, Colette, tu as une bonne idée de prendre le grand verre. Allez hop. Donc, je ne cherche pas à faire du Bourgogne. Donc, je veux rester vraiment sur un style coteau-champenois avec énormément de gourmandise, de la fraîcheur, mais beaucoup de fruits, beaucoup de caractère malgré tout. Donc on a récolté, le degré naturel était aux alentours de 12,5. Si je vous en comparatif, c'est un peu à mi-chemin entre le Beaujolais et la Bourgogne. Le côté gourmandise et le côté comme structurant. Ça va? Ça vous plaît? C'est des vins très féminins, hein. Vin rouge très facile. Et puis là, on a la fraîcheur, l'acidité en fin de bouche. C'est presque arachnéen, quoi. C'est vraiment très très délicat. Ça dure longtemps et quelque chose agréable. Oui, c'est riche. Il y a beaucoup de garde, mais c'est très élégant, très délicat. Voilà, je vous invite à ouvrir le second. Ça fait quand même un peu laboratoire. Ce premier poteau. Justement, on parlait de positivité et de plaisir. Ah, c'est du plaisir, c'est que du plaisir, ça. Donc là, Pisselou, en face, ce qui est très raide. Sur de la craie, il n'y a plus de terre parce qu'elle a été complètement lessivée. C'est des calcaires assez durs. C'est pour ça qu'elle est restée et qu'elle ne s'est pas affaissée avec le temps. Évidemment, un énorme tri au moment de la vendange, un deuxième tri au moment de l'éraflage. Et la vinif est strictement la même. Ça a été vendangé le même matinée, mais dans les vins, on a toujours eu 2 ou 3 degrés de différence de température, parce qu'il y en a un qui a été récolté à 8 heures et l'autre à 11 heures. Donc ça, ces degrés au départ, on les a toujours gardés. Et c'est l'oiselus qu'on a récolté en second, si je ne me trompe pas. On reste, bien entendu, sur un coteau champenois. Mais il y a le premier qui serait un Volnay et le second qui serait un Pommard. On arrête là, on passe à la suite. Donc là, le premier, on va sur des... Enfin, on n'a pas parlé du tout d'accord Mévin sur le premier, mais on va sur des très très belles viandes, du filet de bœuf, alors que le second, on va prendre plutôt une côte de bœuf, quelque chose d'un petit peu plus gras. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est à l'avenir, on pourra faire la même chose, mais avec le champagne. Parce que j'aurai les 2 parcellaires aussi en Champagne. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais les visites chez moi, les gens adorent parce que, je les emmène dans les vignes. Et quand je suis à l'Oiselus, je vois à peu près tout mon parcellaire sur Ailly et je vois Nicolas Feuillade parce que ma vigne est juste à côté sur un très très beau secteur de Chouilly qu'on appelle Sorangeon, en lieu-dit.
Après, on vient en cuverie, on déguste les vins clairs qui viennent des vignes, et après, on boit les champagnes qui correspondent aux vins clairs et aux vignes. Donc, on a fini la boucle. C'est une belle expression d'Ailly, et puis vraiment sur un style coteau-champenois. On est sur un boisé qui est complètement intégré, qu'on ne sent pas. C'est aussi quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, le boisé. C'est-à-dire que je travaille avec des fûts neufs, mais on a fait un travail avec le tonnelier sur l'origine des forêts, sur les chauffes, pour choisir mon style. Il y a un moment, je n'ai pas voulu compliquer les choses. Jérôme Viard, la tonnellerie de Champagne, il est à peu près à l'écoute, il faut lui expliquer ce dont on a besoin. Au départ, j'ai commencé avec des fûts de 3 vins, mais moi, si je vends un fût, c'est pourquoi je le vends. C'est parce qu'il ne me plaît pas, donc je ne sais pas si les autres, ceux que j'ai achetés sont comme ça, mais là, ce que je veux, c'est dans le temps avoir mes propres fûts, mais je veux surtout pas que ça marque. Je veux que le fût, utiliser le côté petite oxydation, les gains de la vinification en fût, mais surtout pas le côté planche et le côté tannique un peu caricatural vers lequel on pourrait aller. Donc là, je fais très très attention. Donc sur mes 6 fûts par parcelle, j'ai un seul fût neuf. J'ai un fût neuf de 2019, fût neuf de 2018, puis après c'est des fûts plus anciens. Les coteaux champenois sont élaborés dans quelle quantité? Tu l'as dit, tu en as parlé? J'ai un fût de chaque. Bah oui, 500 kilos de vendange, il n'y a pas de secret. Hein. Comme moi, le jus de presse, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non, on ne tire pas beaucoup, donc c'est tout petite quantité. Ça fait 300 bouteilles. C'est lequel que tu as? Là, c'est le deuxième. C'est le second. Donc voilà, les nouveautés. Donc mes premiers rouges, c'est quand même pas mal. Et puis le brut à 0,2 sur un millésime compliqué. Quand ça sera des millésimes faciles, ça devrait aller. On est en route, Simon. Bienvenue pour le second épisode. Pour vous parler un petit peu de là où je suis installé, en fait, j'ai racheté une vieille maison de négoce, mais négoce à l'origine du Champagne, hein, rue Janson, et une maison qui a été construite en 1823. Avec dans la tête d'avoir un joli lieu pour la famille, parce qu'avant j'étais en appartement et c'était quand même moins agréable. Et puis avec aussi dans la tête, quand j'ai acheté en 2008, l'idée de faire toute ma production professionnelle à cette adresse. Il y a des caves qui sont absolument magnifiques. Et puis l'alignement d'étoiles. Je visite mon voisin d'en face, il a des superbes bâtiments aussi, et une cave qui correspond presque à la mienne. Je vais le voir. Est-ce que vous seriez vendeur? Oui. Donc je rachète mon voisin d'en face et je fais un tunnel sous la rue principale, enfin sur la rue Janson. C'est pas le tunnel sous la Manche, hein, ça fait une dizaine de mètres de long. Il n'y avait pas ni Mitterrand ni Margaret Thatcher pour l'inaugurer, mais je l'ai inauguré et arrosé dignement. Voilà, pour arriver sur ces 2 millésimes, donc on est sur le même millésime 2016, ma première vendange, et on est sur 2 parcellaires, parce que mes millésimes sont forcément chez moi des parcellaires. Et on va être sur pas des frères jumeaux, mais allez, on est sur la même vigne, mais sur 2 cépages. Donc on était tout à l'heure en Loiseleux et en Pisselou. Donc quand on est en Loiseleux, on regarde du côté est,
on voit Pisselou orienté plein ouest. Quand on regarde du côté ouest, en bas du coteau, il y a une grande vigne qui s'appelle Croix-Courcelles, un lieu-dit. Alors ce sont des nouvelles vignes, hein, ça serait en Bourgogne, ça serait village, peut-être premier cru, mais sûrement pas grand cru. Mais malgré tout, c'est une vigne qui pour moi est plutôt un bas de coteau qu'une plaine, parce que l'eau se gère très bien. On est sur des sols d'alluvions assez riches et sur de la craie beaucoup en dessous. Donc ben, finalement, la couleur, on ne tombe pas. Hein. Colette, tu avais tout dit déjà. Évidemment, ce sont des vins sans chaptalisation, 100% élevés en fût. Donc on va avoir un petit côté quand même boisé, mais très très léger. Frustrant comme Colette, parce que c'est des vins qui peuvent avoir 10-15 ans de potentiel, et je les ai quasiment épuisés déjà, mais économiquement heureusement. Bon, comme Colette, j'en ai gardé pour moi, et on verra. Je suis en train de création Et comme Colette, moi, on a à peu près le même âge, tu es beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs, Colette, mais moi j'ai 56 ans, eh ben, tu vois que tu es beaucoup plus jeune que moi, tu fais beaucoup plus jeune que moi, et j'ai à peu près la même vision que Colette sur l'avenir de ma boîte, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas prendre ma retraite aujourd'hui parce que je n'ai plus l'impression de travailler. Je vais chez moi avec plaisir et à la limite, je peux déléguer un peu pour en faire moins physiquement, mais manager toujours, parce que je suis un chef d'orchestre, je ne sais pas tout faire, mais je sais m'entourer. Et là, le futur, c'est... on verra. Mon fils, il fait autre chose, tant mieux. Le principal, c'est qu'il aille bosser sans avoir l'impression d'aller bosser. C'est ça l'intérêt. Donc si c'est pour venir... Il n'y a rien de pire que les vignerons qui viennent à contre-cœur. On voit ce que ça donne, des vignes qui sont mises souvent en gérance chez le négoce, l'acheteur de raisin, et on voit la qualité derrière qu'ils sont capables de faire. Donc c'est un métier de passion, et on comprend que toutes les personnes ne puissent plus pas avoir cette passion. Par contre, quand on est dedans, c'est vrai que c'est passionnant. Donc le chardonnay, on a un chardonnay qui est quand même dominé par le terroir d'Ailly. Donc on a une jolie couleur de chardonnay avec un doré un petit peu vert. On a un nez qui est assez opulent, assez riche. On a un petit peu d'agrumes, c'est un nez qui est un petit peu iodé, un petit peu exotique. Donc on n'est pas sur des standards chardonnay de la Côte des Blancs. Donc c'est une finale qui est assez longue, mais qui reste très crayeuse, avec une belle salinité et puis des petits amers. Champagne avec beaucoup d'identité, donc gastronomie sans problème. Donc il faut des grands verres pour le déguster. Et puis produit de la mer en accord, avec des petites sauces, filet de rouget, médaillon de lot, des thons snackés, enfin, faut pas aller trop sur la complexité. Dosage, 1 gramme, qu'on sent pas, mais qu'accompagne le vin. On a trouvé qu'entre 0 et 5, c'était le 1 gramme qui fonctionnait. Le second, donc maintenant il n'y a plus de secret, le pinot noir. Donc on a une couleur effectivement un peu plus dorée, avec des reflets, un beau jaune avec des reflets or, beau pinot noir bien mûr. Dans cette vigne, d'ailleurs, je fais une sélection massale pour renouveler pour faire mes entreplantations et renouveler éventuellement des vignobles. Mais je suis plutôt à laisser vieillir pour l'instant. Donc le nez est très intense, on est sur du fruit blanc, de la poire, il y a un peu de quetch, il y a un peu de fleurs, un peu de violette.
La bouche, elle est très large, c'est très ample, beaucoup de vinosité. Et puis avec une texture qui reste très ferme et très dense. Voilà. Vin à forte personnalité, mais qui me va bien. Potentiel, beaucoup, au moins 15 ans. Il faut le laisser dormir, mais il n'y en a plus. C'est terrible. Et là, on va vraiment aller plutôt en gastronomie, sur des viandes blanches, des viandes rouges ou brunes, avec des chairs assez serrées, donc un petit pigeon, un petit canard, et puis éventuellement fromage, des vieux parmesans, des choses assez riches. Dosage, si je vous le fais deviner, il y en a plus, il y en a moins. 1 gramme, bravo. J'adore ça. J'adore planter les dégustateurs avec le dosage. Parce que les commentaires sont... On peut mettre 5 grammes, 0. On pourrait... Mais là, alors, moi, mon exercice compliqué, on est quand même sur un cru qui mûrit énormément, c'est puissant. Et pour garder cette tension, cette finesse, c'est ça le plus compliqué. Et donc le dosage, rapidement, on va basculer sur un côté un petit peu vulgaire et on va perdre toute la finesse et la fraîcheur. Donc il faut vraiment gérer, faut le gérer très intelligemment et puis savoir en mettre, mais vraiment ce qu'il faut. Ben, le MCR apporte rien, c'est complètement neutre. Et l'intérêt aussi, c'est que même 20 000 bouteilles, si pour toi, Colette, c'est un volume important, pour un manipulant, c'est pas grand-chose. Et créer une liqueur qui irait sur toutes les cuvées, la conserver, c'est un piège. Moi, j'aime la sécurité. Le MCR, je vais l'égorger, je vais me chercher mes 30 litres de MCR. Et voilà, j'aimerais que Goyard nous fasse des MCR champenois. Ils en parlaient à un moment donné? C'est pas... Non, parce que ça aide beaucoup les vignobles du Sud, économiquement. Donc Goyard n'en a pas besoin, j'ai l'impression. Mais après, on est tracé. Je sais que ça existe en bio, les MCR aussi. Mais voilà, moi ce que j'aime sur les MCR, c'est que tant qu'on n'est pas sur des gros dosages, ça disparaît. Après, c'est vrai qu'à partir de 7 grammes au-delà, on commence à le sentir, le MCR. Voilà une petite visite rapide. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, à votre disposition pour visite. Je suis commercialisé Cave des Sacres, Cave du Forum. Je suis au Crayères, je suis au Royal, je commence à rayonner un petit peu. Évidemment, mon importateur japonais, Toyota Tsusho, que vous connaissez bien, qui rayonne bien là-haut, au Japon. Donc, belle dégustation, merci beaucoup, et puis à très bientôt.